n'est pas toujours facile en temps réel. Donc les principaux éléments de ce qui a été dit, on va les reprendre maintenant et je vais rapidement commenter ce tableau. En fait, vous pouvez le prendre beaucoup plus rapidement que il n'y paraît. Voilà. En fait, il y a une liste de caractéristiques sur la gauche et 3 colonnes. Une colonne pour la vertèbre cervicale, une pour la vertèbre thoracique, une pour la vertèbre lombale. Au lieu de oui, non, vous pouvez mettre une croix simplement pour oui et rien quand c'est non. Donc, présence de foramen transversaire, c'est une caractéristique des vertèbres cervicales. Présence de facettes articulaires latérales sur les corps vertébraux, eh bien, ce sont les vertèbres thoraciques, ces facettes articulaires latérales sont pour les côtes. Maintenant, caractéristiques propres au corps vertébral. Il a un diamètre transversal supérieur au diamètre antéro-postérieur. C'est vrai pour les vertèbres cervicales, c'est vrai pour les vertèbres lombales, pas pour les vertèbres thoraciques. Des diamètres à peu près égaux. Diamètre donc sensiblement égal antéro-postérieur transversal pour la vertèbre thoracique. Présence de facettes articulaires costales, eh bien oui toujours pour les vertèbres thoraciques, non, sauf parfois, et je vous l'ai dit en cours, pour la 7e vertèbre cervicale, lorsque la première côte partage sa facette articulaire entre C7 et T1. La tête de la première côte. Présence de crochets d'oncus à la face supérieure, eh bien ça c'est caractéristique des vertèbres cervicales. Pour ce qui est du canal vertébral, à l'étage thoracique il est circulaire, il est de forme triangulaire avec côtés à peu près égaux au niveau des vertèbres lombales, et puis de forme triangulaire avec une base antérieure plus grande que les 2 autres côtés au niveau cervical. Le processus épineux est bifide, bituberculaire avec un sillon inférieur au niveau cervical. Il est long, pyramidal et très oblique, c'est l'obliquité qui est la caractéristique la plus facile à retenir, à l'étage thoracique. Il est court, haut, horizontal et quadrilatère, à l'étage lombaire. Le processus transverse des vertèbres cervicales et bituberculaire court. Il y a un foramen transversaire, et plus accessoirement un sillon à la face supérieure. Il est unituberculaire, long, sans foramen transversaire et sans sillon supérieur, au niveau des vertèbres thoraciques. Enfin, le processus transverse présente une facette articulaire antérieure au niveau des vertèbres thoraciques, pour s'articuler avec chaque fois une côte. Les processus articulaires supérieurs de la vertèbre cervicale, eh bien, il s'agit de facettes planes qui regardent en arrière, en haut et légèrement en dehors. On l'a signifié graphiquement tout à l'heure sur les dessins. Pour la vertèbre thoracique, toujours une surface plane regardant en arrière et légèrement en dehors. Enfin, pour la vertèbre lombale, ça regarde en arrière, en dedans, et les facettes sont cylindroïdes, concaves, pour les facettes articulaires supérieures. Pour les processus articulaires inférieurs, les facettes sont planes au niveau cervical et thoracique, leur orientation est inverse, je ne reviens pas dessus, on l'a commenté tout à l'heure, des facettes supérieures, et les facettes sont cylindroïdes et convexes cette fois-ci à l'étage lombaire, et leur orientation est inverse, c'est-à-dire elles regardent en avant et en dehors. Les pédicules, d'abord leur implantation, à égale distance des faces supérieures et inférieures au niveau cervical, près de la face supérieure au niveau thoracique et lombaire. Caractéristique commune pour ces pédicules. Caractéristiques des pédicules des vertèbres cervicales, ils sont courts, grêles, obliques en dehors et en arrière. Et j'ajouterai qu'ils
s'implante sur la face latérale du corps vertébral, comme on l'a vu, et non pas sur la face postérieure. Pour l'étage thoracique et l'étage lombaire, ils sont sagittaux, peu épais, avec facettes articulaires sur leur face externe. L'incisure, qu'elle soit supérieure ou inférieure, eh bien l'incisure est égale en haut et en bas à l'étage cervical. En revanche, l'incisure inférieure est plus prononcée que l'incisure supérieure à l'étage thoracique et à l'étage lombaire. Pourquoi? Parce que les pédicules sont implantées plus haut, donc il y a davantage d'ouverture en bas. Les lames vertébrales à l'étage cervical sont plus larges que hautes, plus hautes que larges avec facette articulaire antérieure à l'étage thoracique comme à l'étage lombaire. Enfin, s'il fallait ne retenir qu'une seule caractéristique pour une vertèbre cervicale typique, je dirais, c'est le foramen transversaire. Si vous voyez une vertèbre avec un foramen transversaire, c'est une vertèbre cervicale. La vertèbre thoracique, elle, s'articule avec 4 côtes. La côte sous-jacente au niveau de la tête et la côte au même niveau, au niveau du processus transverse. C'est la caractéristique. La vertèbre lombale présente un corps trapu large et des processus costiformes, pas de processus transverse. Enfin, les pièces sacrées, et on va enchaîner là-dessus. Il s'agit d'un seul os, le sacrum. Les pièces coccygiennes sont rudimentaires, même si on peut parfois les séparer, 3 à 5. Et puis surtout, leur caractéristique, c'est qu'elles ne présentent pas de canal vertébral, alors qu'il y a un canal sacré. Donc on va entamer cette dernière partie de la description de la colonne vertébrale avec à présent le sacrum et le coccyx. Ça devrait aller beaucoup plus vite, rassurez-vous. Sauf si vous vous mettez à parler, ce qui va m'obliger à me fâcher et à prendre des mesures que je déteste prendre. Vous croyez bien que je ne menace jamais de quelque chose que je n'applique pas. La première vue que je mettrai en place est une vue antérieure du sacrum. Vue antérieure du sacrum. Le haut du dessin est vers le haut du tableau, la droite du dessin vers la droite du tableau. Ce qui apparaît tout d'abord, c'est la partie haute de la première pièce sacrée, qui a toutes les caractéristiques d'une face supérieure de corps vertébral, avec cette surélévation latérale en forme de bourrelet. Puis latéralement, on va trouver les ailerons du sacrum. Les processus articulaires supérieurs ne vont pas laisser voir leur facette articulaire. Et enfin, on va retrouver les stigmates des pièces sacrées primitives. Ainsi, sous la forme de crêtes tout à fait palpables et visibles sur la face antérieure du sacrum, on pourrait voir la jonction entre les pièces sacrées, 1, 2, 3, 4 et 5. On peut apercevoir aussi, et même plus qu'apercevoir, voir clairement ce qui aurait pu être le foramen intervertébral et qui devient ici un trou sacré ou foramen sacré antérieur par lequel émergent les racines nerveuses antérieures qui vont notamment participer au plexus sacré. Je mets en place ici les 3 à 5 pièces coccygiennes. On va en présenter 3 par exemple.
Je n'insisterai pas beaucoup sur les insertions musculaires, je dirais simplement que le muscle iliaque va déborder au niveau de ses insertions de l'os costal sur la face antérieure de l'os iliaque au niveau de l'aileron du sacrum. Et ici, un muscle va prendre des insertions en s'insinuant entre les foramen sacrés. Ce muscle est destiné à sortir du petit bassin pour aller s'insérer sur l'extrémité proximale du fémur. Et dans sa forme générale, ce muscle, pris séparément, aura la forme d'une poire. C'est pourquoi on l'appelle le muscle piriforme. Attention, n'écrivez pas PY, puriforme, ce qui voudrait dire en forme de feu, de flamme. C'est pas ça, c'est en forme de poire piriforme. Enfin, cette zone qui fait saillir ici vers l'avant, on le verra mieux tout à l'heure sur la vue latérale, c'est ce qu'on appelle le promontoire. La deuxième vue que je vais mettre en place est la vue postérieure du sacrum. Le haut du dessin est vers le haut du tableau, à droite du dessin sur la droite du tableau, et cette fois-ci, on va voir correctement les facettes articulaires. Je vais d'ailleurs les ombrer tout de suite. Alors qu'on voyait les processus articulaires du sacrum là, on ne voyait pas les facettes, pour cause, on les voit sur la vue postérieure. Entre deux se dessine ici l'orifice supérieur du canal sacré, dans lequel, ici, cette flèche peut entrer. On retrouve latéralement les ailerons du sacrum et je termine donc la description ici des bords, ce qui va me permettre de mettre en place ici le coccyx avec les cornes du coccyx. Issu ici la première pièce coccygienne, je vais, comme je l'ai fait tout à l'heure, en représenter 3. Et maintenant, nous allons comprendre, comme sur la face antérieure, les reliquats des pièces sacrées primitives. Tout d'abord, ce qui aurait pu être processus épineux va fusionner pour former une crête sacrée, médiane, puis nous aurons une crête sacrée latérale qui va aboutir en bas à deux extrémités qui sont les cornes du sacrum qui vont à la rencontre des cornes du coccyx. Donc, crête sacrée médiale ici, média LE, et bien sûr, vous attendez à avoir une crête sacrée
latérale. On va la dessiner dans un instant. La voici. Alors, les crêtes sacrées latérales correspondent à ce qui aurait pu devenir le processus transverse des pièces sacrées. La crête sacrée médiale correspond aux lames vertébrales et au processus articulaire. Ici, entre les cordes, eh bien, on peut imaginer que le canal sacré se termine et s'ouvre ici. En revanche, il n'y a pas de canal coccygène. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que la moelle spinale, baignée dans du liquide cérébrospinal, était entourée par des méninges. Comme les derniers nerfs sacrés émergent donc par les foramènes sacrés ici, les enveloppes de méninges, donnez-vous la règle, partout où le système nerveux pourrait entrer en contact directement avec l'os, le méninge s'interpose. Eh bien, grâce à ça, les médecins peuvent planter une aiguille dans cette région et injecter un produit d'anesthésie locale pour faire ce qu'on appelle une anesthésie caudale. C'est bien pratique chez les jeunes enfants. Ça ne dispense pas de les endormir complètement pour une opération, mais ça procure une très bonne analgésie post-opératoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mal après. Et c'est évidemment important. Donc on peut, grâce au fait que les nerfs baignent dans le liquide cérébrospinal, utiliser des produits adaptés que l'on injecte par une voie qui, somme toute, est facile à aborder. Voilà pour la vue postérieure, si ce n'est que ici, on aperçoit un tout petit peu la facette articulaire d'avec l'os coxal, c'est-à-dire l'articulation sacro-iliaque, mais sur son versant sacré. On va la voir beaucoup mieux sur la vue suivante, qui est la vue latérale. Cette vue latérale du sacrum, le haut du dessin est vers le haut du tableau, l'avant est vers la droite du tableau. Elle va être caractérisée donc par l'obliquité du corps de la première pièce sacrée. L'idée aussi qu'il y a ici ce qu'on appelle le promontoire. J'en dirai un mot quand j'aurai fini le dessin. Et puis, surtout ici, ayant la forme d'un boomerang, cette surface articulaire que l'on voyait mal sur la vue antérieure ou sur la vue postérieure, et que cette fois-ci on voit tout à fait bien, de l'articulation sacro-iliaque, c'est-à-dire de la facette pour l'os coxal du sacrum. Je me contenterai ici de mettre en place la crête sacrée latérale et de manifester ici la zone du processus articulaire supérieur et enfin la crête sacrée médiane postérieure. J'y ajoute les 3 à 5 pièces coccygènes. Dernière petite chose, on a souvent ici une surface creusée, irrégulière, rugueuse, avec des tas de petites perforations, qu'on appelle une fosse criblée à cet endroit. Alors,
l'idée donc du promontoire est importante à comprendre, puisque chez la femme, lors des mécanismes de l'accouchement, lorsque l'enfant descend pour se présenter pour l'accouchement, normalement il s'engage la tête la première, et les diamètres antéro-postérieurs et transversaux du bassin conditionnent, en fonction de la taille de la tête de l'enfant, la possibilité ou non de sortir par les voies naturelles. Alors, c'est pour ça que la distance entre le promontoire et le pubis est un facteur limitant. Comme dans le bassin, le diamètre transversal est plus important que le diamètre antéro-postérieur, les mécanismes de l'accouchement vont faire que la tête de l'enfant va d'abord se présenter de biais et ensuite seulement en descendant se redresser. Dernière petite chose que j'ai déjà annoncée tout à l'heure, sous l'effet hormonal, lors des mécanismes de l'accouchement, on aura une petite bascule en arrière possible du coccyx qui va augmenter encore le diamètre inférieur du petit bassin et faciliter les mécanismes de l'expulsion de l'enfant. Dernier dessin pour le sacrum et le coccyx, qui est la vue supérieure. Avec l'arrière du dessin qui est vers le haut du tableau, la droite du dessin qui est vers la gauche du tableau. Encore une fois, ce qui est le plus visible au premier coup d'œil, c'est la forme très analogue à celle d'un corps vertébral, une surface supérieure d'un corps vertébral, de cette première pièce sacrée avec ce bourrelet. Il y a la crête sacrée médiane postérieure avec cette espèce de premier processus épineux d'une pièce sacrée qui est visible là. Il y a l'extrémité supérieure du canal sacré qui est ici à section triangulaire. Voilà le canal sacré. Les processus articulaires supérieurs vont prendre place ici. Et enfin, plus latéralement, c'est l'aileron du sacrum que nous allons pouvoir mettre en place ainsi. Donc, crête sacrée médiane, processus articulaire supérieur, aileron du sacrum. Je profite des quelques minutes qui me restent avant de vous laisser souffler un petit quart d'heure pour la dernière heure. Vous en avez besoin ? Oui. Voilà, donc je vais profiter des quelques minutes que vous êtes là assemblés pour recueillir votre attention, pour vous redonner maintenant qu'on a fait court quelques petites précisions supplémentaires. Je me suis efforcé dans ce premier cours de ne pas aller trop vite, de permettre que vous puissiez prendre le dessin et noter les choses. Je répète que vous ne pouvez pas espérer avoir de bons résultats si on vous demande de faire un dessin si vous ne vous exercez pas à les faire. Et le premier exercice, c'est de le prendre pendant le cours. Oui, je sais, c'est fatigant. Ceux qui veulent venir à ma